Bonjour Marcellus. Bonjour Philippe. Alors Marcellus, nous nous rencontrons aujourd'hui au Dôme du Marais à Paris, juste après la haute couture, parce que tu es un journaliste de renom américain à Paris, et je voulais te poser des questions justement sur ton travail au niveau de la haute couture parisienne. Alors est-ce que tu peux te situer un petit peu, nous dire qui tu es, raconter ton parcours aux étudiants qui sont à Genève? Je présentais une émission de télé sur la mode masculine qui était diffusée dans de nombreux pays chaque semaine. Je publie le magazine web thefashioninsider.com et je suis le président et vice-président d'ici et là de plusieurs Fashion Week en Europe. Et je m'occupe de le développement international ainsi qu'à l'interne. D'accord. Donc la haute couture, c'est un domaine que tu connais particulièrement bien et que tu aimes beaucoup, je crois. Oui, ça fait déjà 16 ans que je travaille dans le milieu en tant que critique de la haute couture. Donc lorsqu'on est critique, on est obligé de commencer par le passé pour nous familiariser avec les codes qui a créé, qui a contribué. Alors justement, tu parles de critique, je vais te couper. Marcellus, tu parles de critique, ça tombe très bien. Critique, Pierre Berger, dans un magazine qui est paru il y a 3-4 ans au Canada, citait « La haute couture n'existe plus, c'est un art mort et qui n'a plus aucune réalité. La haute couture accompagnait un certain art de vivre qui aujourd'hui a disparu. Ceux qui croient faire de la haute couture aujourd'hui se trompent complètement. Je vais vous dire qui a tout compris aujourd'hui. Je n'ai aucune action dans ces compagnies, c'est Zara et H&M. Le reste n'a c'est du bidon. Le reste n'a aucune importance. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, avec tout le respect que je dois à M. Berger, qui est également un légende de notre milieu, qui a fait énormément pour nous amener là où on est aujourd'hui, surtout avec son travail avec M. Yves Saint Laurent. Mais par contre, je ne suis pas du tout d'accord aujourd'hui avec ce qu'il a dit il y a quelques années. Il y a quelques années, je pense, s'il avait dit ça il y a une dizaine d'années, il y a une quinzaine d'années, oui, j'aurais été complètement d'accord avec lui. Mais le fait qu'il a dit ça il y a 3-4 ans, je ne pouvais pas être d'accord avec lui aujourd'hui, ni avec ce qu'il a dit il y a 3-4 ans. Et pour quelle raison? Depuis les derniers 7, 8, 10 ans, on a vu une véritable renaissance du milieu de la haute couture et l'intérêt porté à la haute couture par les clients. Et pour quelle raison? Justement parce qu'il y a des Zara, il y a des H&M. Je vais vous raconter une toute petite histoire qui est très importante. Il y a un grand maison de mode à Paris qui fait que le luxe, que du prêt-à-porter. Ce client, il y a un acheteur qui a appelé l'un de ses clients pour venir dans ce magasin 35 machin de... Commence par un H, non? Oui, on va dire ça. Et cette acheteuse, elle a expliqué à ses clientes, voilà, j'aimerais bien que vous veniez parce que là, on vient de recevoir la nouvelle collection. Donc le client se pointe dans cette boutique-là pour voir la nouvelle collection. L'acheteur, il est là, super content de lui dévoiler tout ce qui est arrivé de nouveau. Et le client lui a dit clairement, je ne veux pas de ça. C'est déjà vu, c'est déjà vu ça. Et le client et l'acheteur dit, mais je comprends pas, ça vient d'arriver. Oui, ça vient d'arriver chez vous. Mais chez Zara, chez H&M, c'est déjà, il y a des jeunes, des tweens qui portent ça depuis des mois. Moi, j'en veux pas. Alors, donc ça nous ramène à la renaissance de la haute couture. Alors justement, on parlait de renaissance de la haute couture, Marcellus, les collections viennent de se terminer. Il y a maintenant 35 défilés officiels et on peut compter à peu près une vingtaine, 20-25 off, ce qui fait un calendrier sur 4 jours de 60 défilés, ce qui est énormissime. Donc plusieurs questions. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie renaissance ? Ou est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt comment dirais-je, un chant du cygne pour la haute couture ? Non, parce que sur ces 60 maisons, très peu sont celles qui vont avoir une visibilité. Non, sincèrement, je pense que c'est vraiment une renaissance de la haute couture. Alors, donc là, je suis content que tu as fait une distinction entre le calendrier et un autre mot que tu n'as pas dit, le calendrier non officiel. Donc, c'est-à-dire de nombreuses maisons qui présentent des collections tout à fait extraordinaires certains parmi eux, qui font des collections absolument extraordinaires. Et donc, et parmi ceux qui ne sont pas sur la liste officielle, il y en a certains qui font un travail technique et artistique qui dépasse
même le travail de ceux qui sont sur le calendrier officiel et même certains qui possèdent le label haute couture. Oui, c'est souvent un tremplin pour devenir après accéder à ce calendrier officiel. Justement, toi, en tant que journaliste américain, qu'est-ce que ça représente pour toi la haute couture? La haute couture, ça représente... C'est un savoir-faire typiquement français. Bien entendu, c'est un savoir-faire. Oui. C'est le ultra luxe. La haute couture, c'est tout de même, c'est la qualité. Alors donc, c'est les détails qu'on ne peut pas reproduire dans le prêt-à-porter parce que ça coûte déjà beaucoup trop cher pour le client. Le moyen même un client qui a beaucoup d'argent, qui a une certaine aisance financière, mais la haute couture, c'est autre chose parce que là, dans la haute couture, une simple jupe noire basique, ça coûte à partir de 10-15 000 euros selon la maison. Mais quelque chose qui est très simple. Mais le truc, c'est que c'est tout le travail qui va dedans pour sa création, tout le savoir-faire et aussi l'image de la maison comme caution, comme garant de la prestige de cette qualité. Alors justement, la clientèle américaine, puisque tu es quand même un média de premier plan américain, la clientèle américaine est en forte demande de cette haute couture française. C'est quelque chose qui les fait rêver. Ah, tout à fait. Alors donc là, parmi ceux qui sont vraiment très 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 demandés, sollicités aux USA. Avant, c'était des Valentino, c'était des Chanel, mais là aujourd'hui, c'est vraiment un groupe assez varié. C'est Versace, Atelier Versace, qui revient de loin. Voilà. C'est Alexandre Vauthier qui représente vraiment la jeunesse et la réinvigoration de ce secteur-là. C'est également c'est Chanel à un certain point, mais parmi une clientèle plus âgée. Mais au niveau de tout ce qui est dynamique, il y a les Zuer Murad. Il y a également d'autres maisons qui sont pas encore sur la liste officielle, telles que Rami Al-Ali, qui est pour moi, et comme j'ai souvent dit, j'ai également écrit ça, et je l'ai dit sur de nombreuses plateformes de télévision, que pour moi, c'est le couturier le plus dangereux envers l'établissement actuel. Alors la question que je vais te poser, Marcellus, quand tu viens à Paris pour couvrir les collections, tu vas dans les grandes maisons comme Chanel, Gaultier, Elisab. Comment tu décides de te porter sur un nouveau créateur? Comment ça se passe? Tu es contacté par l'attaché de presse? Il y a quelque chose? Tu as vu des images? Comment ça se passe? Tu n'as pas le temps. Parce que quand on a un planning aussi chargé par la haute couture, comment tu peux avoir envie d'aller découvrir ces collections et quelle place tu vas leur donner dans ton média? Merci. Parce que quand même, tes spectateurs, téléspectateurs attendent des grandes maisons. Parce qu'il fait rêver, c'est Dior, Chanel, Valentino, Versace, comme tu as dit. Mais ces nouveaux créateurs, comment tu les captes quelque part? Merci pour cette question, parce que c'est une question qui est tout à fait très intéressante. Mais le truc, c'est que oui, bien entendu, notre lectorat est un lectorat qui est très, très, très branché sur la mode, qui a certains moyens financiers. Ce sont des gens qui voyagent, qui aiment les médias sociaux. Donc nous prenons tout ça en question lorsqu'on est en train de décider notre planning. Bien entendu, les grandes maisons qui ont le label haute couture, ils font partie de notre couverture permanente avec les nouveaux qui viennent comme depuis les dernières années, comme par exemple Armani ou Atelier Armani ou Armani Privé ou Fendi par exemple. Donc bien entendu, ça va faire partie de notre couverture. Oui, mais quand on s'appelle Armani mais pour des jeunes, quand on s'appelle Karl Lagerfeld chez Fendi, c'est quand même beaucoup plus simple de l'imposer sur un programme. Oui, mais par contre, lorsqu'il s'agit des nouveaux venus, déjà, il y a le premier contact qui est super important avec l'attaché de presse. Et pourquoi? Parce que l'attaché de presse, lorsqu'il s'agit de la haute couture, l'attaché de presse va pas accepter de représenter n'importe qui. Parce que là, il y a moins de maisons, donc il y a plus d'attention qu'on a pour chaque maison. Et pour un attaché de presse, c'est très important parce que ça pourrait aussi, le mauvais choix pourrait mettre un X sur la carrière d'un attaché de presse et sa crédibilité, dans un certain sens. Alors donc nous, on reçoit des informations, il y a un échange de documents et puis un dialogue. Très souvent, on nous demande de venir faire
un preview de la collection avant peux-tu expliquer défilé, ce que c'est, parce que les previews c'est quelque chose que nous connaissons dans notre milieu, mais peux-tu expliquer justement ce que c'est qu'un preview? Oui, c'est très important. Donc le preview, c'est une espèce de meet and greet, c'est-à-dire une rencontre avec le créateur qui présente plusieurs pièces de sa collection en avant-première. Oui. Et dans cette avant-première, cela nous permet l'occasion de rencontrer le couturier, entendre par sa propre voix et par ses propres mots, sa philosophie. Qu'est-ce qu'il entend faire dans la couture et qu'est-ce qu'il aimerait bien nous amener. Alors, donc ça c'est très important. Toi tu as déjà un radar, tu détectes tout de suite qui est vrai et qui est faux. Oui, parce que là le truc c'est que la technique, la haute couture c'est vraiment la technique, le savoir-faire, la vision. Et ce sont des choses, on ne peut pas, mais on ne peut pas tromper les autres. On ne peut pas tromper les autres avec le prêt-à-porter. Bon, on a beaucoup de gens qui disent, voilà, je fais de la couture, je fais de la haute couture, et moi je mets en garde toujours les gens, je dis, écoutez, si vous voulez un jour prétendre à une place sur le calendrier officiel, vous n'avez pas le droit de mettre haute devant le mot couture par rapport à vos créations. Vous pourriez dire couture, n'importe qui pourrait dire ça. Mais il faut jamais dire haute couture parce que ça c'est un label protégé par la loi française. Et donc cette loi c'est le garant de la tradition et de certains critères. Tradition, des qualités et plein d'autres choses. Voilà. Alors justement la haute couture, tu disais tout à l'heure que la haute couture c'était quelque chose d'absolument unique. Le casting aussi de la presse est quasiment unique puisque les journalistes qui sont accrédités pour la haute couture sont quasiment que des rédactrices en chef. Et ce n'est pas un défilé de prêt-à-porter où on peut inviter 2000, 3000 personnes. Les plans de salle sont beaucoup plus restreints et donc sur ces 200 personnes, on a la crème de la crème. Donc la question que je te pose aujourd'hui, comment, tu parlais des previews tout à l'heure, comment cette nouvelle génération peut essayer de capter cette presse ? Parce que quand, je finis ma question, quand par exemple, à l'issue de ces collections, il va y avoir des séances photos dans la presse, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, Chanel, Dior, Versace, Gaultier, et ces créateurs, on ne les voit jamais, ou très peu. Donc quel est l'intérêt pour eux d'être présents à Paris ? Alors moi, je vais répondre à cette question. Avant que Zouel Mourad, George Hobeika et Elisab ne soient membres invités, ils faisaient la même chose que tous ces autres créateurs vont être obligés de faire. Il y a un certain schéma à suivre. Tout le monde doit poursuivre la même route. Voilà, ça veut dire qu'il y a une recette. Oui, il y a une recette. Alors penses-tu qu'il y a vraiment une recette? Parce qu'il y a d'autres qui utilisent la recette et qui ne fonctionnent pas. Donc je pense qu'il y a à un moment donné, il se passe quelque chose ou il ne se passe pas quelque chose. Oui, ça te dit pourquoi il y a certains qui arrivent et d'autres qui n'arrivent pas, même en employant la même recette. Tout à fait. Ouais, mais le truc c'est que le talent, ça compte pour quelque chose, mais il y a aussi les relations. Parce que là, sincèrement, il y en a beaucoup qui sont arrivés sur la liste. Je comprends pas du tout. Mais, par contre, derrière eux, ils ont une machine de relations derrière eux. Alors, donc, certains créateurs, il y en a un que j'ai beaucoup aimé par le passé, et toujours, c'est un ami, c'est Christophe Josse, par exemple, qui était le directeur artistique de la maison légendaire Torrent, haute couture. Christophe Josse, c'est quelqu'un qui est vraiment super gentil. Mais le problème que Christophe avait dans les communications, c'est que c'était presque impossible pour lui de faire une interview et d'être à l'aise à le faire. C'était pas son truc. Alors que tu prends quelqu'un comme l'un de mes préférés, Stéphane Rolland. Stéphane Rolland, quand tu vas à la rencontre de ce grand couturier, il y a toujours, Stéphane, il a le chic, il a une certaine magie pour faire passer le courant entre toi et lui. Alors, ça c'est une séduction. Ça veut dire qu'il y a le talent créatif, mais il y a aussi le talent marketing. Oui, il y a le talent marketing, communication. Stéphane Rolland, il a la façon de t'attirer dans son univers, et non seulement dans son univers, mais de t'attirer vers lui, vers sa personne. Et lorsqu'on creuse un petit peu plus loin, on voit que c'est quelqu'un qui a une grande personnalité, un grand cœur. Par contre, quand on prend quelqu'un comme Franck Sorbier, par exemple, c'est un couturier qui est complètement différent. C'est un grand couturier. Franck Sorbier, pour moi, et comme j'ai souvent dit, c'est le dernier
des grands artistes de la haute couture. C'est-à-dire, il a la capacité de prendre quelque chose, de tirer quelque chose du plein air qui n'existait pas et de créer quelque chose de magique. Ça, c'est un véritable couturier dans un autre sens, parce que il y a pas beaucoup qui pourraient faire ce que Franck Sorbier est capable à faire. Mais Franck Sorbier, c'est quelqu'un qui est, comme la plupart des vrais artistes, c'est un homme qui est très sensible. Et donc, parfois, avant, c'était un empêchement pour lui, mais lorsque les journalistes ont su avoir la patience pour être patients pour le découvrir, ils ont découvert non seulement ce talent de couturier, mais qui est cet homme. Et là, les deux ensemble, ça nous plaît beaucoup. Ça peut fonctionner, mais il y a aussi un autre aspect. Donc, on a parlé de marketing, de style, mais il y a aussi un aspect économique. Oui, bien sûr. Ces grandes maisons comme Chanel, comme Dior, ont des plans de communication énormes. C'est quand même, pour toi qui représente des médias, c'est quand même aussi quelque part un tiroir caisse. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire l'impasse de ces défilés. Non, mais là, c'est des annonceurs, pour être clair. Non, parce qu'il faut que les étudiants comprennent un petit peu comment ça fonctionne, parce que ça semble un univers magique, mais il y a quand même des règles. Oui, bien et sûr. il y a des règles qui sont un petit peu, des fois, biaisées. Oui. Alors, mais il y a certaines publications comme la mienne qui n'acceptent pas de financement, que ce soit des publicités directes ou indirectes de la part des maisons. Donc cela nous permet une main libre pour agissant et pour écrivant exactement ce que nous voyons. Alors par exemple, là, chez Chanel, par exemple, tout le monde sait que voilà, Chanel, c'est le défilé, il y a par exemple, il faut absolument y être. Mais il n'y a personne dans toute l'honnêteté, il n'y a personne dans le milieu, parmi les grands rédacteurs et rédactrices, qui va te dire que voilà, Chanel a poussé l'enveloppe de la créativité, ni avec ses collections haute couture, ni avec ses collections prêt-à-porter. Mais c'est ça ce que nous pensons, mais ils vont pas écrire ça. Ils ne peuvent pas l'écrire. Exactement, parce que Chanel, c'est parmi les plus grands annonceurs. Oui. Donc ça, c'est le gagne-pain. Voilà. Alors que par contre, pour aller chez Chanel, pourquoi est-ce que ça vaut le coup? Déjà, c'est la magie pure et simple. C'est la magie pure et simple. Karl, lors d'une interview, il y a quelques années, lorsqu'on est en train de parler de ce mot C, qui commence par le C, que tout le monde déteste à l'époque, crise. J'ai demandé à Karl par rapport à comment une maison comme Chanel fait sur le plan économique. Karl m'a dit, quelle crise? Moi, je sais pas ce que c'est la crise, parce que moi, j'ai la liberté, le luxe, de ne pas avoir un budget. Si je le veux, je l'ai. J'ai créé avec un budget illimité. Ce sont ses mots à lui. Illimité. Alors d'autres maisons n'ont pas ce luxe-là. Mais le truc, c'est que quand tu vois ce qui fait vraiment, qui tranche, qui pousse le balance en faveur d'un jeune créateur de mode ou d'un autre créateur de mode qui a des moyens mais qui n'a pas la réputation encore, c'est la qualité de son travail. Et moi, je n'arrête pas de dire aux jeunes couturiers et jeunes créateurs de mode, la qualité, c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous en passer. Par exemple, Christian Lacroix. Je donne énormément de conférences à l'étranger, en Europe centrale et Europe orientale, en Russie, Bélarus, en Ukraine. Et moi, ce que je dis très souvent à tous les élèves, que voilà, lorsque vous présentez vos collections à un journaliste ou à un acheteur pour la toute première fois, il faut leur montrer le meilleur de ce que vous pouvez faire. Il ne faut pas vous tromper en disant que voilà, ce qu'on me dit souvent, parce que je pose la question, mais pourquoi vous m'avez montré un tel travail avec tel défaut ou tel défaut? Les coutures ne sont pas droites, alors, pourquoi? Ah oui, parce que c'est qu'un prototype. J'ai dit, écoutez, vous n'êtes pas Christian Lacroix, vous n'avez pas ce luxe. Je dis, je raconte quelque chose. Lors des plus beaux jours de la haute couture, il y a Monsieur Lacroix, lorsqu'on allait au backstage, en coulisses des défilés de Christian Lacroix, que ça soit haute couture ou prêt-à-porter, là, on prenait avec des Hilary Alexandre, des Isabella Blow et toutes les autres légendes, nous prenions les vêtements, on regardait l'intérieur. Certaines pièces étaient faites à la dernière minute, parce que souvent les ateliers travaillent jusqu'à la dernière minute avant le défilé. Certaines pièces, par rapport au standard fini de Christian Lacroix, lorsqu'on ouvrait les vêtements, on voyait un travail qui n'était pas tout à fait
correct. Hein. Là, on dirait, il y a certains qui ont dit, oui, mais c'est Beyrouth pendant les années 80. Mais le truc, c'est que Christian Lacroix, il avait déjà fait ses preuves et nous savions que voilà, pour lui, c'était que des prototypes. Et nous savions que lorsque le client envoie son chèque de 60, 80 000 pour une robe, que le produit fini allait être irréprochable. Mais un jeune créateur n'a pas ce luxe. Donc, dès que vous montriez quelque chose la première fois, en tant que jeune créateur de mode, il faut que ça soit vraiment le meilleur parce qu'on va pas vous accorder le bénéfice de doute. Et le truc, c'est que pour avoir l'attention d'un grand journaliste ou un acheteur, c'est tellement difficile parce que nous sommes littéralement... C'est très compétitif comme milieu. Ah oui, tout à fait. Tous les jours. Moi, je reçois tous les jours 500 mails. Tous les jours, entre 200 et 500 mails tous les jours. Des jeunes qui viennent des bureaux de presse de partout dans le monde qui aimeraient bien me présenter de nouvelles collections, que ce soit mode femme, homme, accessoires. Mais nous, on est littéralement inondés par des demandes. Mais par rapport à nos staffs, parce que c'est vrai que notre milieu a beaucoup souffert avec les bouleversements qui ont été occasionnés par Internet. Ça a complètement changé les règles. Donc là, lorsque vous arrivez à attirer notre attention, il faut nous montrer quelque chose de très beau. Tout à fait, je vais te couper par rapport aux réseaux sociaux. Ne crois-tu pas qu'il y a un certain consensus? On parle de certaines maisons. Et on a parlé tout à l'heure, on a évoqué brièvement les couturiers libanais. Quand on est comme toi un média internet et un média papier, on a besoin aussi de sensationnel. Donc ne crois-tu pas que les Libanais, avec leurs stars hollywoodiennes, américaines, de la musique, du cinéma, ont amené quelque chose? Le tapis rouge est invité dans la haute couture de façon très présente, quasiment omniprésente. Et n'êtes-vous pas influencé justement quand vous savez que par exemple il y a une Katy Perry ou une Sharon Stone, un défilé, de couvrir cet événement parce que vous savez que vous allez avoir des photos et que vous allez être relayé? Oui, bien sûr. Et que finalement le côté créatif va peut-être être en deuxième plan. Oh, tu sais quoi? L'aspect tapis rouge est très 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 important. Ça a été toujours très important parce que de toute façon le tapis rouge... Mais c'est revenu encore plus fortement aujourd'hui avec la création libanaise. Oui, avec des gens comme Elissab, comme Zoher Mourad, qui sont des vraies locomotives. Oui, bien sûr. Et c'est grâce à ces locomotives que toute la haute couture a su bénéficier parce qu'avant... C'est vrai que lorsque M. Pierre Berger avait dit que la haute couture était morte et qu'on la connaissait par rapport aux années 50 et 60, il avait raison. Mais grâce à ces couturiers libanais, ils ont su redorer le blason de la haute couture dans un certain sens. Ils ont su faire renaître l'intérêt vis-à-vis de la haute couture. Et maintenant, il y a plus encore d'occasion pour vouloir non seulement porter des robes de soirée, mais de briller. Et eux, ils nous ont fourni ce qu'il fallait, parce que là, par exemple, il y a la maison très talentueuse, Ralph & Russo, qui est une maison anglaise. Oui. Et donc là, ce que j'ai remarqué cette saison par rapport à la collection, c'est que cette collection, ça brille beaucoup plus qu'avant. Parce qu'avant, donc c'est pour les princesses. Oui, c'est pour le tapis rouge. Voilà, c'est des tapis rouges. Voilà, les Oscars, ça c'est les Oscars, c'est la perle. Consécration. De toute la consécration, parce que lorsqu'une actrice porte une robe sur le tapis rouge des Oscars, ça c'est déjà une chose. Mais lorsque cette même actrice remporte l'Oscar de meilleure actrice, c'est la consécration aussi pour la robe. Oui, c'est une communication magistrale pour la maison. Et Elissab, c'est celui qui nous a vraiment montré comment ça marche, parce que là, Elissab, il faisait la Alta Moda à Rome il y a des années auparavant. Et ensuite, nous connaissons bien l'histoire de comment Halle Berry a porté sa robe lorsqu'elle est devenue la première black à remporter un Oscar de meilleure actrice. Et donc là, c'est en ce moment-là où tout le monde a pris connaissance de la maison Elissab. Donc, et à partir de ça, Elissab, après ce moment-là, c'était tout d'un coup, Elissab, il s'est fait inviter à participer sur le calendrier officiel de la haute couture et qui n'a jamais quitté depuis ce moment-là. Et qui a fait aujourd'hui que c'est une des marques les plus importantes au monde. Bien sûr. Si je suis ce que tu dis, c'est grâce aux Américains, quelque part, que la haute couture a un deuxième souffle, parce que tout ce qui s'est passé avec la starisation vient des États-Unis.
En ce moment-là, oui, certainement oui. Par contre, là, il y a de nouveaux marchés, de nouveaux riches qui sont venus aussi dans le marché, qui s'intéressent à la haute couture aussi. Qui sont par exemple les Chinois, par exemple. Les Chinois, ils ont une force économique absolument astronomique, parce que là, quand tu avais des gens, lorsqu'on avait des gens qui étaient pauvres un jour, et ensuite, tout d'un coup, après il est rentré dans l'organisation mondiale. Ça fait partie des signes de richesse d'avoir une robe de haute couture, comme une belle voiture. Non, mais c'est pas juste ça, mais c'est également un symbole de la classe. De pouvoir. Et du pouvoir économique. C'est également, moi je peux, ce que personne d'autre ne peut se permettre. Et c'est ça aussi l'autre couture, que ce soit pour les Chinoises ou que ce soit pour les Américaines. C'est également ça. Alors donc là, bien entendu, on a de nouveaux prétendants, comme je dis, voilà, il y a les Ralph et Russo, qui n'ont pas encore le label haute couture, mais par contre, il y a également ce Rami Alali, qui est un créateur de l'Arabie Saoudite, mais qui est basé à Dubaï, et qui, pour moi, lorsque les gens font un peu de recherche, ils vont comprendre pourquoi je dis que ce type, il est absolument dangereux pour l'établissement, parce que ces techniques au niveau de faire des drapés, c'est absolument, c'est hallucinant, c'est impossible ce qu'il fait. C'est bien, c'est impossible. C'est bien, Marcellus, de nous avoir donné un scoop, parce qu'on sait que ça va être le prochain sur la liste. Et je voulais terminer cet entretien avec toi, te poser juste cette question. Est-ce qu'il y a un futur pour la haute couture? Comment tu la vois dans 10 ans, 20 ans? Oui. La haute couture, là, il y a des années, il y a une quinzaine d'années, 16 ans, on avait des doutes par rapport la survie de la haute couture, par rapport à ses métiers, par rapport à le clientèle, parce que là, en ce moment-là, on disait qu'il y avait que 500 femmes dans le monde qui achetaient, et ensuite, ça a été réduit à 400. Et maintenant, il y a une nouvelle énergie dans la haute couture. Et pour moi, celui qui incarne au mieux cette nouvelle énergie, en disant que voilà, que c'est pas un truc pour ta mère ou pour ta grand-mère, la haute couture est également pour une fille jeune et super sexy. Et celui qui incarne au mieux ce nouvel esprit et cette nouvelle approche vers la haute couture, c'est Alexandre Vauthier. Bien entendu, il y a un autre jeune couturier, il y a Alexis Mabille, mais Alexis, il fait des choses super sexy parfois. Et ensuite, il rebascule 6 mois plus tard vers la haute couture plus classique. Et plus commerciale peut-être. Et plus commerciale aussi, ben voilà. Mais au niveau de vraiment le sexiness, et donc là, c'est vraiment Alexandre Vauthier. Et donc, il n'y a aucune maison qui peut vraiment rivaliser avec cette énergie. Alors donc, il y a certains qui font des choses très bien, comme Versace. Je pense sincèrement que Donatella Versace, elle fait son meilleur travail à nos jours, son travail plus poussé lorsqu'elle fait son atelier Versace. Ça, c'est mon point de vue, ok? Mais par contre, il y a cette jeune énergie, il y a ce renouvellement, ça attire les plus grandes stars, plus les jeunes futures stars aussi. Et donc là, Dior ne fait pas ça, Chanel n'était pas en train de faire ça, et Valentino non plus. Valentino, c'est pour les autres générations précédentes, voilà. Donc là, la haute couture parisienne va continuer, et ce vivier très conséquent va sortir de nouveaux talents très vite. Oh oui, tout à fait. Je pense que la haute couture est là pour rester encore un bon moment. Je ne pense pas qu'elle va disparaître là bientôt. Merci beaucoup, Marcellus. Merci, Philippe. À bientôt. Au revoir.